qui peut varier de 14,5 jusqu'à 18-20 mm. Et on va voûter la cornée. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Alors, on va voûter la cornée et on va remplir évidemment la lentille d'un réservoir. Là, le réservoir de liquide sert à la fois à compenser les irrégularités de la surface cornéenne, mais également aussi à venir supporter en partie la lentille. Alors, évidemment, cette courbe doit être modifiée pour atterrir sur la conjonctive. Alors, il va y avoir une zone de transition qui est une géométrie inversée, qui va varier d'un laboratoire à l'autre en termes de courbure, de design, de nombre de courbes, de profil, etc. Et c'est souvent cette zone de transition qui va être modifiée en fonction des ajustements que vous allez faire sur le patient. Et évidemment, on aura une zone d'appui sur la conjonctive qui va aider à supporter et stabiliser la lentille comme telle. Alors, les grands principes sont de ne jamais toucher la cornée, et c'est d'ailleurs le bénéfice. La cornée est l'endroit le plus sensible de votre corps. Donc, peu importe à quel endroit vous pensez, c'est l'endroit où il y a le plus de nerfs par millimètre carré. Donc, le limbe cornéen en particulier, c'est l'endroit extrêmement sensible. Alors, si on ne touche pas au limbe, si on ne touche pas à la cornée d'aucune façon, évidemment, on vient d'améliorer immédiatement le confort. Les petites lentilles rigides vont être ressenties même après 20 ans de port. La cornée peut se désensibiliser, mais les paupières, le bord des paupières ne peut jamais se désensibiliser. Donc, à chaque fois qu'on cligne et qu'on heurte le bord d'une paupière, on va avoir une sensation d'inconfort. Et on cligne 10 000 fois par jour. Alors, quand vous passez un patient de kératoconte d'une petite rigide à une lentille sclérale, il vous embrasse, il vous donne des câlins, il vous aime, il vous adore, parce que même après 20 ans, sans l'avouer, vous lui demandez « Est-ce que ça va bien avec les lentilles? Est-ce que vous vous sentez bien? » La réponse est oui. Il n'y a aucun autre choix. Il ne voit pas bien en lunettes, il ne voit pas bien en lentilles souples, il ne pense que c'est ça la réponse. Vous le passez en sclérale, c'est une libération totale en termes de confort. La lentille est stable, ne bouge plus, il n'y a rien qui rentre en dessous des lentilles, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'éjection au clignement. La lentille est stable, peu importe la position de regard. Alors, évidemment, c'est vraiment merveilleux. On ne touche pas le limbe non plus. On crée donc ce réservoir de larmes et on appuie sans compression. La conjonctive est absolument inerte, dans le sens que la sensation au niveau de la conjonctive est très peu développée. Donc, en appuyant sur la conjonctive, évidemment, on favorise encore une fois le confort parce qu'on appuie sur une surface qui n'est pas sensible et la lentille ne bougeant pas, il n'y aura pas évidemment de sensation de la part du patient. On va ajuster selon la sagittale. Donc, comme on veut voûter par-dessus la surface oculaire, c'est pas juste la cornée dont on va s'occuper, mais aussi la conjonctive. Alors, évidemment, vous avez deux photos ici. Celle de gauche qui représente ces deux cornées de courbure centrale pareilles. Vous prenez une kératométrie, c'est exactement la même chose, 44 dioptries de chaque côté. Sauf qu'ici, on a à votre gauche, on a un diamètre cornéen visible de 11 mm. À droite, vous avez un diamètre cornéen visible de 12,6. Alors, vous voyez la valeur de la sagittale oculaire. Donc, la sagittale oculaire a un rayon de 15 mm, par exemple, serait de 2500 microns à gauche et de 4000 microns à droite. Alors, évidemment, ça ne sera pas la même lentille sclérale qu'on va adapter sur un ou l'autre œil. La lentille de droite devrait être beaucoup plus grande. Si elle est plus grande, elle aura une sagittale plus élevée. Donc, à 30, si on veut voûter par-dessus, il faut augmenter d'un certain nombre de microns. Donc, on va être à 4200, 4300 microns. À gauche, on va être à 2800 à 2900 microns parce qu'on a une petite cornée. On aura donc un diamètre de lentille sclérale aussi qui est plus petit à ce moment-là. Donc, c'est vraiment des lentilles qui sont adaptées et personnalisées à chacun des patients à partir de votre boîte d'essai. Et si je vous comparais les mesures qu'on prend pour une lentille sclérale, c'est comme si je vous demandais de décrire la montagne que vous avez ici en avant de vous. Si je vous demande de la décrire, vous allez me dire, elle est élevée, le pic est pointu, les pentes sont abruptes et ça couvre tant de mètres carrés sur la surface du terrain. Donc, vous avez une bonne idée de ce que la montagne peut représenter. C'est ça qu'on fait quand on fait une lentille sclérale. On décrit l'ensemble de la surface qui est occupée par la montagne. Quand vous prenez une kératométrie et que vous adaptez une lentille rigide, vous ne prenez que la pointe de la montagne, vous ne prenez que le sommet de la montagne, vous le regardez de haut et vous tentez de décrire et de vous faire une idée de l'ensemble de la montagne à partir de cette unique mesure.
vous n'avez aucune idée du profil des pentes, vous n'avez aucune idée de la grandeur, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe autour, et c'est un peu aléatoire. Donc, la lentille sclérale va nous permettre de mieux comprendre la relation avec la santé, avec le profil de la cornée de l'œil avec qui on a affaire. Donc, confort initial, avantage scléral. Confort à long terme, avantage scléral. Acuité visuelle, c'est la même chose. Les petites perméables au gaz vont donner une excellente acuité visuelle dans vos cas de cornée régulière. La lentille sclérale, en raison du réservoir lacrymal, va compenser toutes les irrégularités de façon extrêmement stable. Donc, vous avez une bonne acuité perméable au gaz qui est en surface et qui va vous donner l'optique d'une perméable au gaz. L'astigmatisme cornéen, on peut, à cause du réservoir et en raison du réservoir, corriger jusqu'à 3,5 dioptries de toricité cornéenne sur une cornée normale avec une lentille sclérale sphérique. Donc, c'est un avantage. On n'a pas besoin de jouer avec des courbures internes toriques. Dans le cas des cornées irrégulières, il n'y a à peu près pas de limite. Vous prenez un cas de dégénérescence pellucide marginale, bien, évidemment, vous pouvez corriger jusqu'à 12-14 dioptries avec une lentille sclérale sans aucune anomalie. Alors qu'une petite rigide, c'est beaucoup plus complexe. Il faut y aller de géométrie par cadran. Il faut modifier chacune des courbures en fonction de l'irrégularité de la surface. Alors ici, c'est beaucoup plus simplifié de cette façon-là. La courbe d'apprentissage est un peu plus complexe, par contre. Ça va vous prendre peut-être une expérience de 15 à 20 patients avant d'être parfaitement à l'aise. Ce que je vous suggère, c'est d'avoir 1 ou 2 modèles en boîte d'essai des lentilles par vos distributeurs et de devenir extrêmement familier avec ces designs de lentilles-là, un peu comme vous faites en lentille multifocale ou en lentille torique, où on n'a pas qu'un seul design en souple. On n'a pas un seul design, on a plusieurs designs, et on a la première lentille de première intention avec laquelle on est habitué de travailler, qu'on connaît bien. On a une deuxième ou une troisième lentille dans les cas où la première ne fonctionne pas bien. Manipulation, plus facile avec les petites rigides. La manipulation de la sclérale chez les patients va devenir la raison numéro 1 d'échec. Vous faites votre travail très bien, l'adaptation est parfaite, mais vous vous rendez compte en bout de ligne que le patient a de la difficulté. Alors, ça prend du personnel dans vos cabinets qui va entraîner les patients de façon extrêmement compétente. Alors, la lentille sclérale, pour ceux qui sont moins peut-être familiers encore, évidemment, on remplit le réservoir. On ne peut pas la mettre directement comme une lentille rigide parce que le réservoir va se vider. Alors, ce n'est pas le but de l'opération. Alors, il faut remplir le réservoir et il faut la poser la tête parallèle au sol. Alors, soit avec une ventouse, soit avec un petit élastique là, sur le bout du doigt, mais surtout avec une ventouse. Et évidemment, il y a des gens qui vont trembler un peu, des choses comme ça, on va perdre un peu de liquide, alors ça devient un petit peu plus difficile. Plus la lentille est grande, plus la manipulation est difficile. Donc, si vous jouez avec des 18, des 20 mm, ben, il faut ouvrir la fente palpébrale de 18 à 20 mm pour que la lentille entre sur la surface oculaire sans perdre de choses. C'est pour ça que moi, personnellement, je travaille beaucoup avec des petits diamètres, 15, 15,5. J'ai tous les avantages de lentille sclérale, mais avec la facilité pour le patient de pouvoir la manipuler. On a des designs toriques, on a des designs multifocaux sans aucun problème. Donc, stabilité, ça c'est très important parce que, entre autres, vous prenez un patient myope astigmate, moins 5 avec 1,75 cylindres en lentille souple. On a des très bons designs en lentilles souples maintenant, relativement stables, mais selon la déshydratation, ici vous avez des climats chauds, vous êtes exposé au vent, etc. La lentille peut déshydrater à l'extérieur, tourner, et la vision peut devenir instable. Une lentille sclérale, vous bannissez complètement ces problèmes-là parce que la lentille ne bouge pas. Elle va s'asseoir sur la conjonctive et elle va entrer doucement dans la conjonctive sans faire de compression et elle reste là durant toutes les heures de part. Donc, elle ne tourne pas, elle va se stabiliser selon la toricité de la conjonctive et elle va rester stable. Non seulement vous stabilisez votre lentille, mais votre réservoir de larmes va aussi agir contre la sécheresse. Le matériau perméable au gaz ne se déshydrate pas, mais votre réservoir de larmes va combattre la sécheresse naturelle de l'œil. Donc, vos gens qui se plaignent d'inconfort en souple en fin de journée sont mieux servis avec une sclérale en bout de ligne. Les gens qui sont exposés au vent ou à la poussière sont aussi. Évidemment, tout le traitement de l'œil sec comprend maintenant l'adaptation de lentilles sclérales dès que la kératite, dès que la sécheresse est confirmée. Donc, si tous ces avantages-là sont présents pour les cornées régulières, est-ce qu'on ne pourrait pas migrer vers donc les patients plus réguliers? Bien, c'est toujours une question de risque et de bénéfice. En médecine, c'est exactement comme ça. On propose une technologie s'il y a plus de risques que de bénéfices pour le patient. Alors, à chaque fois, il faut évaluer
pour le patient si la sclérale représente un risque davantage qu'un bénéfice. Et on va voir les conditions dans lesquelles ça pourrait représenter un risque. Il y en a quelques-uns. Alors, on migre minimalement, comme je vous le disais, en Amérique du Nord, d'une adaptation de cornée régulière et de traitement de maladies oculaires, parce que la sclérale a été, dans les 20 dernières années, extensivement et très utilisée pour traiter les maladies oculaires. Alors, on pense aux cornées neurotrophiques, on pense aux érosions cornéennes récidivantes, on pense aux pathologies reliées à la sécheresse oculaire, on pense au Stevens-Johnson, donc aux Sjögren, toutes les pathologies qui affectent de façon chronique la surface oculaire. Vont bénéficier d'avoir ce micro-environnement créé par la sclérale et la restauration de la cornée est favorisée. Toutes les dystrophies cornéennes vont être bien compensées. Donc maintenant, on va vers la correction des amétropies régulières, vers l'utilisation dans les sports, vers l'utilisation pour le contrôle des allergies, parce qu'évidemment, on fait un bouclier avec une sclérale devant la surface oculaire et on peut donc protéger ce milieu oculaire ambiant. Donc, la topographie de la surface oculaire sur laquelle elle repose, il faut bien la comprendre parce que ça va vous donner la complexité de l'adaptation parfois. Et c'est ce qu'on a compris dans les 10 dernières années, qu'on avait affaire à une surface qui était beaucoup plus complexe qu'on pensait au départ. Avant les 10 ou 15 dernières années, il n'y avait aucune recherche qui s'était faite sur la conjonctive. C'était un tissu à peu près inutile dans l'œil, qu'on n'avait pas vraiment beaucoup recherché, sinon qu'au point de vue anatomique histologique. Maintenant, on sait qu'on a la spirale de Tillot, qui est en fait déterminée par l'insertion des muscles extraoculaires sur la surface oculaire. Et ces muscles sont évidemment insérés à des endroits différents et à des distances différentes par rapport à la cornée. Ce qui va rendre notre conjonctive torique par nature due à une insertion asymétrique des muscles autour du lobe. Et si je vous demandais de dessiner un œil demain matin, à peu près tout le monde ici, je pense, dirait qu'un œil humain ressemble à ceci, le numéro 3. C'est l'image qu'on a eue dans les livres, c'est l'image qu'on a eue de façon courante avec une surface convexe suivie d'une surface plus concave avec une géométrie inversée. Or, l'étude qui a été publiée dans les années 80 en Allemagne nous prouve que ce modèle-là de convexe marqué ne représente que 25% des yeux normaux qu'on a dans la vie de tous les jours. La majorité des transitions entre la cornée et la conjonctive se font de façon tangentielle et droite. Et ce qu'on a compris aussi, c'est que le profil de la conjonctive est différent du côté nasal, du côté temporal. La conjonctive nasale est plus élevée en termes d'élévation, la conjonctive temporale est plus basse. Donc, il va y avoir un mouvement naturel de glisser vers la conjonctive temporale. Ce mouvement va être arrêté parce que la courbure de la conjonctive temporale est plus cambrée que celui de la conjonctive nasale. Donc, en termes de courbure, on voit déjà qu'il y a une petite toricité et on voit qu'en termes d'élévation, il y a aussi une différence. Il va falloir en tenir compte lors de notre adaptation. C'est variable d'un patient à l'autre, c'est variable d'un cadran à l'autre. Les kératocones sont différents des cornées normales, donc ils ont des conjonctives qui sont plus asymétriques que les cornées normales ont une conjonctive asymétrique, où il y a déjà une certaine asymétrie. Et c'est à peu près pas prévisible. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de lien entre la toricité cornéenne et la toricité conjonctivale. Si vous avez une toricité à 180 degrés avec la règle sur une cornée, ça ne veut pas dire que la conjonctive, elle, va avoir une toricité à 180. La toricité peut être absolument partout. On va s'en occuper surtout dans les grands diamètres. Donc, pourquoi j'aime encore les petits diamètres? C'est qu'on va limiter de beaucoup cet effet de la toricité-là, alors que dans les grandes lentilles, on va plutôt les avoir. Alors, il y a une étude auquel j'ai participé, qu'on a publiée l'an passé, et qui décrit ce modèle conjonctival où on a pris des mesures avec un topographe qui mesure jusqu'à 18 mm de corde. Donc, on mesure la conjonctive et la cornée, et on a fait les profils à partir des reconstitutions en 3D de l'œil. Donc, vous voyez la courbe en haut qui vous donne le profil en termes de courbure et en termes de sagittal, dans le fond, d'élévation de cet œil humain. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a 8% des patients qui nous rencontrent. Donc, sur 100 patients que vous allez voir dans la prochaine semaine, il y en a 8 qui vont avoir une conjonctive absolument sphérique. Il n'y a aucune toricité sur cette conjonctive-là et on parle à 15 mm de corde. Il y en a 30% qui vont avoir une toricité régulière, c'est-à-dire deux axes principaux, comme on a avec un astigmatisme régulier au niveau de la cornée. Donc, un méridien principal plus plat, un méridien principal plus cambré. Donc, la conjonctive va également aussi avoir un méridien plus plat, un méridien plus cambré, qui ont une périodicité de 90 degrés, donc qui se reproduisent à tous les 90 degrés. La majorité de vos patients, 65%, auront une conjonctive avec une toricité asymétrique.
non régulière. Les deux méridiens ne sont plus à 90 degrés un de l'autre, ils peuvent être à 60, 45. On ne le sait jamais. La façon de le mesurer, c'est par les instruments de mesure ou de mettre une lentille sclérale sur l'œil marqué et de calculer jusqu'où elle rotationne et elle va se stabiliser toujours vis-à-vis le méridien le plus cambré. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de mesurer l'évaluation. Et c'est pas rare de voir des rotations de 60, 70, 80 degrés dans ces cas-là. Donc, idéalement, on le mesure avec l'instrument. On peut faire, comme dans la photo du bas que vous voyez ici, une empreinte aussi au niveau de l'œil. On peut déterminer une lentille sclérale à partir d'une empreinte également, mais on peut très bien y aller de façon empirique également. Donc, pour vous donner une idée, pourquoi je vous disais qu'il fallait que j'aime beaucoup jouer avec les plus petites lentilles que les plus grandes, c'est qu'à 2 dioptries, à 15 mm de rayon, donc de corne, je n'ai que 2 dioptries de toricité, alors que si je monte à 20 mm de corne, je vais tomber en moyenne à 5 dioptries de toricité. Donc, plus je m'éloigne de la cornée, plus je travaille avec des grandes lentilles, plus je vais jouer avec une surface qui est instable. Donc, ça veut dire que mes périphéries et mes courbures de lentilles sclérales devront être ajustées en conséquence et devront être, comme pour le cas des petites rigides sur une cornée irrégulière, dans le cas d'une conjonctive irrégulière, j'irai par cadran ou j'irai avec des toricités qui vont marier les courbures. Et ça, c'est une mesure d'OCT, donc qui vous montre que ce soit à 15 ou à 20 mm, la transition entre la cornée et la conjonctive, dans 80% des cas de vos patients, elle est droite, elle est tangentielle. Donc, ce n'est pas le profil qu'on avait convexe, concave, qu'on est habitué de voir dans les livres d'anatomie ou qu'on a appris sur les bancs d'école. Mais bref, ça aussi, ça va influencer la façon que nos lentilles sclérales sont adaptées. Alors, comment on adapte la lentille sclérale? Bon, évidemment, le diamètre est important en fonction du diamètre cornéen. Plus la cornée est grande, plus on va avoir une grande lentille sclérale parce qu'on veut dégager le limbe. On va parler de dégagement central, dégagement au limbe et du support conjonctival comme tel. Alors, dans les paramètres qui sont modifiables, à peu près tout est modifiable dans le cas des lentilles sclérales. Donc, le diamètre de la lentille elle-même, la sagittale, donc son élévation par rapport à la cornée. Vous pouvez garder le même diamètre, mais varier votre sagittale. Les courbures périphériques peuvent varier indépendamment de la sagittale centrale parce que c'est la zone de transition qui va absorber la différence entre les deux. Et les laboratoires avec les consultants vont vous guider dans ces modifications-là. Vous faites un ajustement parfait, mais vous voulez mettre de la toricité au niveau de votre conjonctive. Vous parlez au consultant du laboratoire en disant j'ai telle lentille, je veux tel dégagement au niveau de la flèche, je veux tel dégagement au niveau de ma clairance centrale et du limbe, mais je veux une périphérie torique. Alors, ils vont s'organiser pour que la lentille soit telle que vous l'avez essayée sur l'œil, mais que les périphéries soient modifiées évidemment. Le profil de la jonction et la courbure de base va changer. Contrairement, non pas contrairement au perméable au gaz, c'est quand même vrai dans l'imperméable au gaz, mais ici la courbure de base n'est pas adaptée en fonction de la courbure de l'œil. C'est la voûte totale de la surface oculaire pour la corde. Admettons que j'ai une lentille de 15,5, je vais prendre une corde à 15,5. Mais dans le cas d'une petite rigide, vous allez aller avec la kératométrie centrale pour essayer de marier la courbe avec la kératométrie centrale. Bon, évidemment, la sclérale, elle a une courbure de base. Courbure de base qui va influencer le dégagement. Donc, plus j'aurai une courbure de base cambrée pour une même diamètre de lentille, plus je vais augmenter mon dégagement par rapport à la surface oculaire. Plus j'aurai une courbure de base qui est plate, moins je vais avoir de dégagement. Mais la courbure de base, elle n'est là pratiquement que pour donner la puissance de la lentille. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, on a parlé de la sagittale, du dégagement. Je ne veux pas m'étirer trop là-dessus. Donc, diamètre total, il faut bien, à la lampe à fente, noter ce qu'on voit. Idéalement, on veut dépasser le limbe visible par au moins 1,5 mm dans chacun des cadrans. Donc, en supérieur, en inférieur, en nasal et en temporal. Alors, ici, par exemple, on voit que le bord de ma lentille sclérale est beaucoup trop proche de mon limbe. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? De l'inconfort, premièrement, parce que je vais être proche de mon limbe qui est très sensible. Mais aussi, c'est que si j'atterris ici et que je suis supporté par ma conjonctive, il y a des grandes chances que je sois supporté en partie par mon limbe et que je touche au limbe, si mon diamètre est trop petit. Donc, évidemment, je ne veux pas toucher au limbe. Certains diront, vous allez voir dans la littérature, qu'on va affecter les cellules souches si on touche au limbe. C'est absolument faux. Ce n'est pas les cellules souches qu'on affecte. C'est une compression mécanique qui n'affecte que l'épithélium. Et l'épithélium va créer des microkystes ou des bulles
par cette perte des jonctions serrées et l'effet mécanique va créer de la néovascularisation, un appel des vaisseaux de la conjonctive sur le limbe. C'est ça qu'on veut éviter. Les cellules souches sont profondément dans le stroma et dans la cornée postérieure. La compression, la petite compression en surface qui ne dépasse pas l'épithélium et la membrane de Bowman ne peut absolument pas affecter les cellules souches. C'est complètement une vue de l'esprit. Donc, on ne veut quand même pas toucher le limbe parce qu'on ne veut pas cet effet mécanique qui causerait de la néovascularisation. Au niveau de la sécheresse oculaire, on va vouloir couvrir plus grand. Donc, c'est une exception où je travaille avec des grandes lentilles. J'ai 85% de mes patients, c'est des petites lentilles, 15, 15,5. Les grandes lentilles, 20%. Donc, la sécheresse oculaire en partie. Pourquoi? Parce qu'on veut couvrir l'ensemble de la surface. Votre patient va vous le dire. Je suis hyper bien. C'est un soulagement complet parce que j'ai de l'eau et de la saline non préservée sur mes yeux toute la journée à cause de la sclérale. Mais je sens la sécheresse en dehors de ma lentille. Donc, ils vont vous demander d'aller plus grand si vous n'êtes pas déjà grand au départ. Type de cornée, donc évidemment, si vous avez un kératocone régulier, une petite lentille, il fait très bien. Si vous avez une pellucide marginale, donc l'ectasie est près du limbe, donc il y a à peu près 1 mm entre le limbe et l'ectasie. Alors, il faut voûter par-dessus l'ectasie et il faut voûter donc de façon assez importante. Alors, je ne peux pas voûter de façon importante et arriver abruptement avec un diamètre qui est petit. Donc, dans le cas des pellucides, ça va me prendre un diamètre beaucoup plus grand comme tel. Le décompte des cellules endothéliales, c'est un des éléments qui va limiter la lentille sclérale. Donc, un des grands usages qu'on a, c'est l'adaptation post-greffe. Après une greffe de cornée, vous savez combien c'est complexe et compliqué d'aller adapter une petite lentille rigide. Quand il y a la présence de sutures, on n'aime pas les lentilles rigides non plus parce qu'il y a un problème aussi d'érosion éventuellement au niveau des sutures. On peut créer de la vascularisation, on peut éventuellement créer de l'infection. On ne veut pas les hybrides non plus parce que les hybrides, la jonction entre la souple et la rigide va arriver directement à la jonction greffe haute. Donc, ça va créer aussi une pression mécanique et un danger de néovascularisation. On y va en sclérale. Mais les sclérales, on va le voir, ont un potentiel hypoxique quand on l'ajuste avec trop de dégagement au-dessus de la cornée, quand la lentille est trop épaisse ou avec un décor, un matériau qui n'est pas assez perméable à l'oxygène. Donc, la solution, dans le cas des greffes, notre limite, c'est 1000. La limite réelle, c'est 800, mais pour être plus prudent, on va dire qu'en dessous de 1000 cellules par millimètre carré de décompte endothélial, ça devient un peu plus risqué. Là, le risque-bénéfice rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que si c'est la seule option que j'ai de façon sécuritaire pour adapter cette cornée-là avec une lentille sclérale, parfait, j'y vais. Mais je vais limiter mon dégagement, je vais limiter mon épaisseur de lentille, je vais maximiser l'oxygénation que je donne à cette cornée-là et je vais observer mon patient de façon plus fréquente pour déterminer le plus rapidement possible s'il y a des signes hypoxiques ou s'il y a de la néovascularisation qui s'établit ou si la cornée ou le greffon devient opaque. J'ai vu des cas m'être référés à l'université où le greffon, en 3 semaines après une adaptation sclérale, est devenu complètement opaque par cet effet hypoxique-là. Heureusement, ça a été réversible, mais ça peut arriver. Donc, c'est une des précautions qu'il peut y avoir. On va avoir beaucoup moins de problèmes avec les petites lentilles également qu'avec les plus grandes, notamment à cause de la toricité. Si vous n'êtes pas bien aligné avec votre toricité, une lentille, quand elle s'assoit dans la conjonctive, va créer un effet de succion. On crée une pression sous-atmosphérique sous la lentille sclérale. Donc, il y a un effet de succion, il y a un effet d'aspirer les larmes et il n'y a à peu près pas de larmes qui sortent une fois que la lentille est stabilisée. Il y a à peu près 0 échange de larmes. C'est 0,2% par minute. Alors, ça prend 9 heures pour changer le réservoir au complet. Donc, c'est à peu près aucun échange lacrymal. Mais cet effet de succion-là va attirer également les dépôts, les lipides, la mucine et les débris qu'il y a dans les lentilles. Donc, un des problèmes courants, quand vous voyez dans la littérature, mes collègues américains qui aiment ajuster des choses qui sont grandes et avec beaucoup, beaucoup de dégagement, se plaignent toujours d'avoir des débris qui s'accumulent dans le réservoir. Donc, ce qu'on va appeler en anglais le lens fogging. Donc, c'est des débris dans le réservoir qui peuvent polluer la vision en dedans de 30 minutes, 1 heure. Souvent, on va demander au patient de retirer la lentille, rafraîchir le réservoir avec de la solution fraîche et de remettre la lentille. Pour moi, ce n'est pas pratique. Le patient n'a pas le temps de faire ça. Et plus on enlève et on met une lentille, plus on altère la surface oculaire, plus on peut créer de la mucine et des dépôts éventuels. Donc, la façon de réduire ces dépôts-là, c'est de réduire l'effet de succion. L'effet de succion est réduit avec une plus petite lentille, mais notamment parce qu'on limite le dégagement au-dessus du limbe. Alors, on ne veut pas toucher au limbe, mais on ne veut pas excéder non plus de façon trop importante le limbe comme tel.
Donc, le dégagement central idéal serait dans un ratio de 1 pour 1 par rapport à l'épaisseur de la lentille, à condition que la lentille soit bien faite. Il y a des laboratoires qui vous font des lentilles d'essai dans la boîte à 400 microns d'épaisseur. C'est beaucoup trop épais. Normalement, 300, 325 maximum. Moi, j'aime idéalement avoir mes boîtes d'essai faites à 250. Vous pouvez le commander et les laboratoires vont vous le faire. Donc, à l'insertion, on évalue le réservoir lacrymal par rapport à l'épaisseur de la lentille dans un contexte de 1 pour 1. Et évidemment, après, si c'est ce qu'on a comme observation à la lampe à fente, on va laisser le patient aller pour 30 minutes. Ça prend 30 minutes à se stabiliser. En fait, c'est 4 heures totales, mais après 30 minutes, on a 50% de la stabilisation qui est faite. Le reste du réservoir qui va se réduire parce que la lentille s'assoit dans la conjonctive, donc va pousser le réservoir de larmes et on va perdre du réservoir de larmes avec le temps. Donc, après 30 minutes, on a la moitié de ce qu'on va perdre durant toute la journée. On veut un petit peu moins que l'épaisseur de la lentille et ça va être parfait. Comment on l'évalue? Bien évidemment, à l'essai, on met un peu de fluorescine dans le réservoir, on met la lentille sur l'œil et à ce moment-là, on peut l'observer directement en lumière blanche, pas en lumière bleue. En lumière bleue, vous allez voir la fluorescine par-dessus la lentille, comme en petite rigide. Depuis que je fais de la sclérale en lumière blanche, ma petite rigide, je l'évalue en lumière blanche aussi, c'est beaucoup plus efficace. Donc, ici, vous voyez que vous avez la première ligne verte ici, qui sont les larmes en surface de la lentille. Vous avez l'épaisseur de la lentille qui est noire et vous avez la couche verte qui est plus épaisse ici, qui est dans le fond les larmes teintées de fluorescéine. Donc, il faut, à l'observation, avoir à peu près 1 pour 1 de ratio à l'insertion. Je vais avoir un petit peu moins que ça après 30 minutes. C'est l'étape qui est peut-être la plus difficile au départ, d'évaluer ce dégagement-là de façon adéquate. Donc, si vous avez un OCT dans votre pratique, c'est merveilleux parce qu'à ce moment-là, vous pouvez utiliser la lentille de segment antérieur et mesurer votre dégagement de façon beaucoup plus précise qu'à l'œil humain. Même après 10 ans de pratique en sclérale, j'ai encore des surprises où je pensais être correct et l'OCT me dit que je ne l'étais pas. C'est surtout efficace en fin de journée. Quand je fais ma lentille au niveau de l'essai, j'ai ma fluorescéine, c'est assez facile à voir. Je vais demander de revoir le patient en fin de journée. Donc, d'avoir après 4, 5, 6 heures de part, parce que, comme je vous ai dit, la stabilisation, c'est 4 heures ou 5 heures totales. Je ne peux pas laisser le patient dans ma salle d'attente 4 heures ou 5 heures de temps. Alors, une fois la lentille livrée, je vais lui demander de revenir à son rendez-vous de contrôle après 4, 5, 6 heures pour voir en fin de journée comment la lentille se comporte. Il y a des conjonctives plus molles que d'autres où la lentille va vraiment perdre beaucoup plus de liquide que je m'attendais. Il faut réajuster le tir à ce moment-là. Mais en fin de journée, je n'ai pas de fluorescine dans mon réservoir. Et là, ça devient beaucoup plus difficile parce que j'ai une bande noire qui est déterminée par ma lentille. J'ai une deuxième bande noire qui est celle de mes larmes. Et la seule indication que j'ai pour déterminer une de l'autre, c'est la réflexion entre les deux couches qui est apportée par le changement d'indice de réfraction entre les deux éléments. Donc, c'est beaucoup plus difficile à observer. Alors, quand on a un OCT, si c'est possible dans votre pratique, on passe la lentille sous l'OCT avec le patient et on a une mesure extrêmement précise. En fin de journée, on vise 150 microns. Donc, 250 microns à l'insertion et après stabilisation, 150 microns en fin de journée, on est correct. 100 microns est vraiment le minimum. Si on est en bas de 100 microns, il y a des dangers qu'on touche la cornée à un moment donné ou qu'on touche le limbe. C'est vraiment pas approprié comme tel. Alors, vous voyez ici une idée d'un dégagement trop mince par rapport à l'épaisseur de la lentille. Ici, on commence à être un petit peu excessif. Ça, c'est vraiment excessif. Donc, vous avez beaucoup trop de larmes par rapport à l'épaisseur de la lentille et le patient va développer de l'hypoxie, il va être évidemment inconfortable. Donc, c'est vraiment du 1 pour 1 qu'on veut avoir, et non, comme à gauche, et non pas de façon excessive comme à droite. Il faut bien observer sur toute la surface, parce que très souvent, plus la lentille est grande, plus vous avez de toricité conjonctivale, et moins vous avez des périphéries adaptées à cette toricité-là, plus la lentille va tendre à suivre la gravité, à se positionner vers le bas, à être décentrée vers le bas, et du côté temporal, à cause du changement d'élévation entre les conjonctives, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ce mouvement-là va faire que vous allez avoir ici un toucher en cornée supérieure. Donc, il faut bien observer, non pas seulement la partie centrale, mais en supérieur, en inférieur et au limbe nasal temporal pour être sûr qu'on a de la fluorescine dans tous les cas. Donc, si vous voyez qu'il y a une absence de fluorescine en supérieur, ça vous dit immédiatement que vous avez un problème de décentrement de votre lentille vers le bas. Évidemment, le temps requis, comme j'en ai parlé, c'est 30 minutes comme tel. En général, dans la journée, on va perdre 100 microns, 80 microns pour les lentilles un petit peu plus larges comme tel. Alors, on voit qu'est-ce que ça peut donner. Donc,
adaptation qui nous semblait idéale au départ à l'insertion. Oh, après 30 minutes, voici, on a un toucher central qui est visible avec là, ici l'absence de fluorescéine et qui est confirmé par la lumière blanche. Donc, c'est une lentille qui devra être réadaptée avec évidemment beaucoup plus de microns. Est-ce qu'on doit remettre une autre lentille et refaire exactement le même processus pour une autre demi-heure? Probablement pas. Je sais que celle-ci touche la cornée. Qu'est-ce que je veux comme dégagement? 250 microns. Donc, je prends cette sagittale de lentille, j'augmente de 250 microns, et à ce moment-là, évidemment, ma courbure de base va changer. Si ma courbure de base va changer, ma puissance va changer, mais j'envoie simplement au laboratoire, mais je peux le calculer, si ça m'amuse, mais j'appelle le laboratoire, je dis, voici ma lentille d'essai, je voudrais augmenter de 250 microns centrale, mon dégagement, ils vont calculer tout ça pour vous, ils vont vous envoyer la lentille, ça va être l'ajustement parfait. Et le reste n'aura pas d'effet. Il y a des gens qui ont suggéré de mettre des larmes artificielles un peu plus visqueuses dans le réservoir pour empêcher de perdre trop de liquide. On a fait l'étude, ça a été publié il y a quelques années. Il n'y a pas de différence. Donc, que ce soit une saline régulière ou une solution un peu plus visqueuse, c'est exactement la même chose en termes de perte au niveau de la journée, donc de perte du dégagement durant la journée. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on utilise autre chose que de la saline ou un mix entre de la saline et des larmes artificielles non préservées mais plus visqueuses, le patient va être beaucoup plus confortable. Entre autres, on utilise beaucoup de larmes à base de sodium hyaluronate, donc hyaluronate de sodium, non préservé toujours, donc sans agent de conservation, sans agent conservateur, et qu'on va mettre en premier dans la lentille, 3, 4, 5 gouttes, et après ça, on la remplit de saline non préservée aussi pour remplir le réservoir. C'est une question de coût-efficacité. Nos gens qui sont en graft versus host, là, qui font évidemment des yeux secs très sévères après des greffes de moelle osseuse, des leucémies, eux, ils vont utiliser du sérum autologue. Et on peut mettre le sérum autologue dans la lentille sclérale, mixé avec la saline ou uniquement le sérum autologue, et ça fait évidemment très bien. Le patient est beaucoup plus confortable, ça fait un coussin qui est vraiment agréable, et ça nourrit la cornée aussi, parce que la saline seule, c'est pas très nourrissant pour une cornée quand on porte une lentille pendant 12 heures. Il y a des larmes qui contiennent certains électrolytes, mais la chose principale, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais avoir un produit qui a un agent de conservation, qui a un conservateur à l'intérieur du produit. Parce que c'est vraiment ça qui va rester sur l'œil pendant 12 heures, qui va vous développer un piqueté cornéen ou une kératite toxique après quelques semaines, quelques mois. Même chose pour les produits d'entretien de la lentille sclérale. Je vais éviter les produits qui conditionnent normalement nos lentilles rigides régulières. Pourquoi? Parce qu'elles sont préservées. L'agent de conservation, c'est du BAK, essentiellement, chlorure de benzalconium, qui est extrêmement toxique. Et dans une lentille sclérale, qui est un grand bol, c'est extrêmement difficile d'aller rincer avec de la saline et d'enlever l'ensemble de cet agent de mouillabilité. Il va en rester à l'intérieur de la lentille. Donc, quand je vais mettre ma saline, les agents de conservateurs qui sont contenus dans la face interne de la lentille vont se dégager dans la saline. Ils vont venir évidemment, attaquer mes cellules épithéliales et développer une kératite toxique. Donc, mes solutions d'entretien pour les perméables au gaz, en général, on est beaucoup dans le peroxyde d'hydrogène. Donc, on utilise le peroxyde d'hydrogène, ça conditionne relativement bien, surtout quand il y a un surfactant à l'intérieur. C'est non préservé, donc ça va bien pour les gens qui sont sensibles, les yeux secs, les yeux malades. On utilise aussi, il y a une solution, je ne sais pas si vous l'avez ici en Algérie, il y a une seule solution pour l'entille souple qu'on utilise avec les rigides, qui est la BioTrue de Bausch & Lomb. Pourquoi? Parce qu'elle contient du sodium hyaluronate à l'intérieur de la solution, et donc elle peut conditionner la surface oculaire, elle a un bon surfactant, et en orthoca, entre autres, là, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc l'échange de lacrymale, j'en ai parlé. Potentiel d'hypoxie cornéenne. Alors évidemment, il faut comprendre que la lentille de contact agit comme des réservoirs en série. Donc, vous avez la lentille, vous avez les larmes, le réservoir de larmes, vous avez la cornée. Alors, l'oxygène n'a pas de diffusion latérale. Dans une cornée, il n'y a aucune diffusion latérale d'oxygène. C'est toujours une transmission directe. Alors, si ma cornée centrale est bien oxygénée, ça ne veut pas dire que mon limbe va être bien oxygéné. Si mon limbe est bien oxygéné, ça ne veut pas dire que ma cornée centrale va être bien oxygénée. Et ici, la perméabilité de la lentille peut être extrêmement élevée. Si vous prenez mes Nikon Z, par exemple, Boston XO2 comme matériau, Contamac infinite, vous avez des cas de 200 ou de 150 ou 175, mais c'est une lentille qui est épaisse. Donc, c'est toujours la perméabilité du matériau divisée par l'épaisseur. Donc, l'épaisseur de la lentille peut avoir une certaine importance dans le cas d'une sclérale. Donc, on va réduire
la perméabilité du matériau à mesure que l'épaisseur de ma lentille va augmenter. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler des lentilles minces aussi, donner plus d'oxygène à l'œil. Mais la principale source d'hypoxie, c'est le réservoir de larmes. Les larmes ne sont pas perméables à l'oxygène. Le dK d'une larme, c'est 80 divisé par l'épaisseur. Alors, autre raison de limiter le dégagement de façon sécuritaire, bien évidemment, mais de ne pas aller avec un 400 microns de dégagement parce que là, j'ai à peu près plus d'oxygène qui rentre dans ma cornée. Et là, on va aller, les études ont prouvé, quand on a proposé le modèle en 2012 théorique, on l'a prouvé in vivo, mais maintenant, tout le monde s'entend pour dire qu'une sclérale adaptée avec plus que 200 microns de dégagement central et plus que 250 microns d'épaisseur de lentille va générer un édème chronique d'à peu près 2 à 3 2 à 3 ça semble pas beaucoup. Ils vont me dire, beaucoup disent « Ah, c'est similaire à l'édème physiologique quand on se lève le matin. » On se lève le matin après avoir passé la nuit les yeux fermés, 4 d'édème en moyenne sur la cornée. 2 c'est très comparable. Oui, mais 4 le matin, dès qu'on ouvre les yeux, qu'on expose à l'air libre, en dedans de 30 minutes, 1 heure, la cornée est redevenue normale. Je me lève le matin, j'ai 4 d'édème. Je mets ma lentille sclérale au bout de 10 minutes, j'ai encore de l'édème, et mon lentille sclérale mal adaptée va me générer 2 à 3 d'édème chronique durant 12 heures de part durant la journée. Cornée normale, jeune homme de 25 ans, jeune femme de 30 ans, probablement pas trop de problèmes. Quoiqu'à long terme, il n'y a pas d'études qui ont été faites, on ne sait pas. Est-ce qu'on crée un stress? L'ensemble des lentilles souples ont été changées pour du silicone hydrogel pour une raison d'oxygénation. Alors, j'imagine que le manque d'oxygène chronique sur la cornée n'est pas nécessairement la meilleure chose au monde, surtout qu'on peut faire mieux. Mais dans les cas où vous avez, par exemple, un endothélium fragile, déjà une gutata élevée, qui n'est pas encore une dystrophie de Fuchs, mais qui est une gutata élevée, vous avez une greffe avec une cellule endothéliale, avec un décompte des cellules endothéliales réduit, vous avez une cornée avariée au niveau de l'endothélium de quelque façon que ce soit, bien évidemment, ce n'est pas une bonne idée d'aller pénaliser l'oxygène qu'il y a derrière cette lentille-là. Alors, voici le modèle théorique qu'on a publié il y a quelques années. Vous pourrez le retrouver dans la littérature. Si on se fie aux manufacturiers, selon leur guide d'ajustement, en moyenne, ils vont faire des lentilles très épaisses, autour de 450 microns. En moyenne, ils vont suggérer une adaptation du réservoir lacrymal autour de 300 microns. Et en moyenne, ils vont suggérer du matériau qui est autour de 100 de dK, ce qui va vous donner un dK sûreté de perméabilité de 12. C'est très peu parce que la moyenne pour qu'une cornée respire et évite l'hypoxie, selon les travaux de Holden Mertz, c'est autour de 25 pour la cornée centrale et 33 là où les cellules souches sont. Donc, si on a 12, c'est clair qu'on crée un stress hypoxique au niveau de la cornée, qui va se manifester au niveau de l'épithélium, comme ici, on a prouvé en comparant la même lentille adaptée avec 200 ou 400 microns de dégagement, on a prouvé qu'on générait 30 de moins d'oxygène à la surface cornéenne, mesuré avec des électrodes sur le PO2 des cellules épithéliales. Donc, c'est déjà important. Quand on manque d'oxygène, avec les sclérales, vous allez voir de temps en temps aussi des cornées plus fragiles, ce qu'on appelle le plissement épithélial. C'est très similaire à si je mets mon doigt dans un verre d'eau pendant plusieurs heures, mon doigt va plisser par évidemment changement osmotique. La cornée qui baigne dans un réservoir de saline va aussi avoir cette réaction-là dans les cas fragiles et notamment quand mon oxygène manque. Le stroma va se manifester par une augmentation de ma pachymétrie. Donc, quand vous prenez une pachymétrie, c'est toujours mieux d'avoir une pachymétrie généralisée avec le pentacam ou avec d'autres appareils de mesure de lobos et non pas une pachymétrie uniquement dans un seul point, parce qu'on n'a jamais le même point de référence, même si on est très bon, on ne peut pas marquer la cornée pour dire qu'on est exactement toujours à la même place pour comparer l'épaisseur cornéenne. Donc, quand vous faites une pachymétrie globale, vous allez voir que parfois, notamment dans les greffes, vous pouvez avoir des augmentations de 50, 60, 70 microns jusqu'à 150 microns, j'ai vu, dans certains cas, au niveau de l'épaisseur cornéenne. C'est beaucoup, c'est majeur. Donc, on ne veut pas ça. Afin de réduire ça, il faut évidemment ajuster de façon différente. Le stress hypoxique, dans cette récente publication d'à peu près 2 ou 3 mois, a été lié aussi à un phénomène inflammatoire. Donc, je vous parlais des débris à l'intérieur du réservoir, c'est des lipides de la mucine, mais il y a également aussi des leucocytes, donc des cellules inflammatoires, qui seraient générées, entre autres, par le stress hypoxique. Et dans leur conclusion, ils disent ici que pour chaque 50 microns d'augmentation du réservoir central, on a 2,2 fois plus de chances de présenter des leucocytes et une inflammation au niveau de la cornée. Donc, il conclut qu'il faudrait effectivement
adapter nos lentilles avec 200 microns au moins. Alors, voici des photos d'exemples où on a eu des décompensations cornéennes chez des patients adaptés en sclérale et qui avaient un stress hypoxique. Et on sait que le temps d'apparition est rapide. Ça va dans les minutes suivant la pose de la lentille sclérale, donc à peu près 40 minutes, et on commence déjà à avoir de l'hypoxie. Le maximum est atteint après 100 minutes et se maintient stable durant toute la journée. Au niveau de l'endothélium, on a évidemment du polymégalocyste, du pléomorphisme qui va se manifester. On est à la veille de publier, là c'est en révision, mais ça va se faire. On a étudié ça à Montréal et on a trouvé des blebs également comme réponse hypoxique dès la pose de la lentille sclérale. Les blebs, c'est une réponse de l'endothélium au stress hypoxique, mais surtout à l'acidose qui est reliée à l'hypoxie. C'est un phénomène transitoire qui arrive le matin à la pause, dans les 30 premières minutes de part. Après, il y a une autorégulation de l'endothélium qui fait que ça disparaît. Mais si ça apparaît, ça veut dire qu'il y a effectivement une acidose, une hypoxie qui apparaît rapidement. L'échange lacrymal, j'en ai parlé, il est minime et il n'y a pas de tear mixing non plus, il n'y a pas de mélange lacrymal qui peut venir apporter. Donc, il n'y a pas d'autre source d'oxygène que la transmission directe à partir de la cornée ou du dégagement. Donc, une fois qu'on a fait ce dégagement central optimal, on va se rendre au limbe et on va balayer évidemment d'un côté à l'autre. Je vous disais qu'il fallait regarder en supérieur, en inférieur, en nasal et en temporal. Il faut s'assurer qu'il y a de la fluorescine et un dégagement qui est vraiment partout. Notamment, au niveau du limbe, on va vouloir avoir un dégagement autour de 40 à 60 microns. Donc, vous voyez ici en haut à gauche, quand je fais ma coupe optique, lumière blanche toujours, j'ai du vert, donc de la fluorescine visible au limbe dès que je heurte le limbe, dès que je touche le limbe avec ma lampe, ma fente optique, je le vois. Il faut se méfier de la lumière bleue, comme je vous disais, et surtout quand elle est de côté, parce qu'ici, on pourrait penser qu'on a un toucher limbique, parce que c'est noir. D'une part, en bas de 40 microns, la fluorescine est invisible au filtre bleu, donc il peut y avoir du liquide, mais on ne le voit pas. Et d'autre part, par le profil de la lentille sclérale, quand on éclaire de côté, ça fait une ombre. Okay? Donc, c'est l'ombre qu'on voit et non pas l'absence de liquide. Donc, si vous allez entre lumière bleue, il faut être sûr de balayer pour voir tous les cadrans et être convaincu, évidemment, que vous n'avez pas rien. En bout de ligne, si vous avez un doute, vous laissez partir le patient une semaine ou deux, vous le revoyez par la suite, enlevez la lentille, staining cornéen. Si on voit une empreinte sur la cornée, ça veut dire qu'il y a eu un toucher. Si on ne voit pas d'empreinte, ça veut dire que même si on était limite, évidemment, il n'y a pas de toucher. Alors, au niveau de l'OCT, on peut le vérifier également. Et on va finir par l'appui conjonctival. Donc, on veut un appui léger sans indentation. Donc, dans le cas ici à gauche, on voit qu'il y a un blanchiment important, une compression. Donc, il faut suivre les petits vaisseaux sanguins, pas les gros, mais les petits vaisseaux sanguins de la conjonctive. On va les voir arriver en dessous de la lentille. Et si on perd le flot du vaisseau sanguin, que ça devient blanc, donc on perd la rougeur normale du vaisseau, et qu'on le voit réapparaître tout de suite après ici, mais on sait que dans cette zone-ci, on va avoir une compression. Donc, la compression, elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas tolérable. Ça va amener de l'inconfort au patient éventuellement, pas immédiatement. C'est surtout une question d'esthétique parce que l'œil devient rouge avec ça, mais c'est une question fonctionnelle. On ne veut pas pénaliser la vascularisation comme telle. Donc, même chose ici. Vous voyez la compression qui s'exerce sur les petits vaisseaux sanguins. Et il y a une rougeur qui est plus importante juste à l'extérieur de la lentille, évidemment, parce qu'on comprime les vaisseaux en amont. Alors, en aval, le sang va s'accumuler, les vaisseaux vont prendre. Donc, il y a une hypoxie localisée au niveau de la conjonctive, mais aussi votre patient, quand il va avoir de la difficulté à retirer la lentille, il va avoir une sensation de serrement au niveau de l'œil, il va vous décrire qu'il a une pression, évidemment. Et cet effet de pression-là, on va voir, il a un effet sur la pression intraoculaire également quand la lentille est trop serrante. Donc, quand on touche en mi-périphérie, ce n'est pas acceptable non plus. Et évidemment, il faut falloir modifier les courbures de base, pas la courbe de base, mais les courbures de la zone de transition et les courbures de votre périphérie pour être sûr d'alléger. Et c'est là que les périphéries toriques vont venir en jeu. Vous pouvez demander à votre laboratoire, par exemple, d'avoir un dégagement des périphéries en horizontale, mais de regarder des périphéries standards en verticale, de façon à mieux aligner votre conjonctive. C'est souvent dans les cas. La compression arrive quand on a un diamètre de lentille qui intervient avec la toricité conjonctivale. Donc, on a une lentille sphérique sur une conjonctive torique. C'est souvent ça. Donc, encore une fois, ici, blanchiment. Alors, vous voyez, celui-là est quand même pas si mal à droite. Mais les gros vaisseaux sanguins ne sont pas altérés. Mais si on regarde les petits vaisseaux sanguins à côté, on voit qu'il y a un manque de flot continu. Donc, on voit qu'il y a un blanchiment, alors que les gros continuent. C'est pour ça qu'il faut regarder les petits, non pas seulement les gros comme tels. Quand on n'a pas de compression, donc même les petits vaisseaux sanguins ici ne seront pas altérés. Même chose ici à votre gauche.
les petits vaisseaux sanguins ne sont pas altérés, donc c'est exactement ce qu'on veut. Selon les modèles de lentilles, ça va être la deuxième, la troisième ou la quatrième courbure périphérique qui va être à modifier de cette façon-là. On va avoir des problèmes aussi quand on a des ptérygions ou des pinguiculas. J'imagine que dans vos pays ensoleillés où il y a beaucoup de poussière, vous avez aussi un lot de ptérygions et de pinguicula à traiter et à travailler. Bon, évidemment, c'est des surélévations de la conjonctive qui sont localisées. Différentes techniques. On peut simplement aplatir les courbures. On peut aussi faire une micro-voûte par-dessus le ptérygion. On peut faire une encoche dans la lentille, en dépendance du laboratoire. On peut, donc l'encoche, elle est stabilisée par la toricité de la conjonctive. Il se place toujours vis-à-vis de le ptérygion. Si vous avez un bleb en glaucome, c'est aussi la même chose. On peut contourner le bleb avec une encoche dans la lentille sclérale si c'est la seule façon de le faire comme tel. Si on tolère les compressions, bien, on va avoir le syndrome de la lentille serrante qui arrive habituellement après 4 heures de part. Le patient se plaint d'inconfort en 2 occasions. Après 30 minutes d'insertion, s'il y a une bulle à l'intérieur. Donc, s'il met la lentille et qu'il a perdu du liquide, qu'il y a une bulle d'air. Comme il n'y a pas d'échange lacrymal, la bulle d'air va rester là, ne bouge pas. Donc, elle peut affecter la vision, elle peut ne pas affecter, dépendant où la bulle d'air est située. Mais la cornée sur cette bulle d'air-là va s'assécher. Et quand la cornée s'assèche, ça va devenir douloureux. Donc, 30 minutes, le patient va se plaindre que l'œil chauffe, pique, fatigue. S'il passe le premier 30 minutes, donc ça veut dire que tout est beau, il n'y a pas de bulle, 4 heures, 6 heures plus tard, il va dire « Ah, je sens une compression, je sens vraiment une lourdeur, mon œil est rouge, ou j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à retirer ma lentille, ou au retrait de la lentille, mon œil devient là, subitement très rouge. » Là, ça veut dire que vous êtes trop serré sur vos conjonctives, donc vous êtes trop serré en périphérie, soit dans un ou tous les méridiens, mais c'est principalement surtout en nasal que ça va arriver parce que la cornée horizontale est plus grande que la cornée verticale. Donc, on va arriver dans des zones de resserrement plus rapidement de ce côté-là et on va arriver dans des zones de dégagement plus grandes en niveau vertical. À l'opposé, quand on est trop soulevé par rapport à la conjonctive, on va avoir une espèce d'espace qui se crée ici, là, un gap qui se fait entre la lentille et la conjonctive. On va voir comme un soulèvement qui va être évidemment extrêmement inconfortable pour le patient parce que là, on revient à l'interaction paupière-barre de lentille que je vous ai décrit avec les petites rigides. Je dis souvent à mes étudiants à l'université, une petite rigide fait mal, toujours, même après 20 ans. Pourquoi? À cause de cette interaction-là avec les barres. Avec une sclérale, normalement, une sclérale bien adaptée devrait être aussi confortable qu'une lentille souple, neuve, qu'on met sur l'œil et pour laquelle on ne sent rien. Donc, ce soulèvement va être évidemment à changer. Donc, évidemment, on resserre les périphéries à ce moment-là, soit dans un ou dans plusieurs cadrans. Et encore une fois, on voit bien ici le soulèvement qui est inapproprié et qui va nous aider. On va faire le test de résistance à la poussée. Je pense non, c'est sur ma clé, la vidéo ne marchera pas. Et évidemment, on va faire la surréfraction. On a parlé de la réfraction tout à l'heure, c'est vraiment important. J'appuie ce que le conférencier avant a dit. On va le faire en sphérocylindre, bien sûr. Si on a un astigmatisme résiduel, on peut faire une torique frontale. La plupart du temps, méfiez-vous en kératocone si vous avez un astigmatisme résiduel. Ce n'est pas vraiment un astigmatisme dans le cas d'une sclérale. C'est dû à la décentration de la lentille. Le réservoir lacrymal et prismatique n'est pas égal et il crée des aberrations optiques. Donc, on va avoir du coma. Et un coma horizontal ou un coma vertical. Le coma, c'est quoi? C'est une déviation de la lumière qui fait qu'elle va focaliser à moitié en avant de la rétine, à moitié en arrière de la rétine. Très similaire à l'astigmatisme. Donc, notre façon optique de compenser la présence d'un coma dans un œil humain, c'est de générer de l'astigmatisme. Mais votre patient va dire « Ah, c'est bien, mais c'est pas parfait. » Donc, je vois comme un étirement, je vois comme une image fantôme malgré tout. Au point que ça, c'est la deuxième restriction à lentille sclérale. Si vous êtes capable de réfracter en lunettes, non pas en lentille rigide, mais en lunettes, un patient kératocone à 20-40 ou mieux, 20-40 en américain, là, ce qui veut dire peut-être 8/10 ici, ou mieux, la sclérale va vous donner de piètres résultats. Vous êtes mieux avec une petite rigide ou avec une lentille hybride. Si vous êtes à moins que 8/10 d'acuité visuelle, allez-y en sclérale, vous allez avoir un gain. Et en plus, comme je vous disais, des bisous, des câlins de votre patient parce qu'il n'aura jamais été aussi bien que ça de sa vie avec aucune lentille comme telle. Donc, voici les aberrations optiques là, qui viennent polluer éventuellement. Donc, vous voyez le coma qui est ici, donc moitié devant la rétine, moitié derrière la rétine, qui va être compensé éventuellement par
la toricité cornéenne. En Ohio, ils ont étudié cette chose-là aussi. Ils ont trouvé que si on avait un profil oblate, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais si on avait un profil oblate et non pas un profil prolate, on pourrait minimiser en modifiant un peu la courbure de la lentille, en modifiant un peu le réservoir, mais c'est des choses qui sont à valider avec les lentilles sclérales. Il existe, en termes de recherche, non pas sur le marché, des lentilles qui corrigent les aberrations optiques, qui sont donc un peu comme dans les techniques de laser topo-guided, guidées sur la topographie et corriger les aberrations en laser. C'est un peu la même technologie appliquée sur les lentilles sclérales où on va prendre l'inverse, dans le fond, de l'aberration qui est mesurée sur l'œil et la corriger sur la face avant de la lentille. La décentration des lentilles explique la majorité des aberrations qu'on va avoir en sclérale, comme dans le cas des lentilles intraoculaires. Et on voit le profil que ça peut donner en termes de lampe. Alors, vous allez avoir un profil de lampe beaucoup plus épais dans le bas de la lentille et un profil beaucoup plus mince en haut. Ça vous dit immédiatement que votre lentille est décentrée vers le bas. Alors, si vous faites juste repousser avec la paupière, vous allez réavoir un film de lampe uniforme. Et à ce moment-là, ça vous confirme que votre mauvais alignement, votre mauvaise vision est due au mauvais alignement. Comment ramener ça? On prend les grandes lentilles, on en rapetisse le diamètre parce qu'on joue moins avec la toricité conjonctivale. Et si vous avez déjà une petite lentille ou si vous devez rester dans une grande lentille pour une question de sécheresse, par exemple, il faut modifier vos périphéries pour marier le plus possible la toricité conjonctivale et mouler le plus possible votre conjonctive. Est-ce qu'en allant plus mince, avec moins de clairance, il y a des laboratoires qui vont vous dire qu'on va créer de la flexion et que l'astigmatisme, entre autres résiduels, va être dû à la flexion de la lentille. C'est absolument faux. Absolument faux. On a fait l'étude, on a comparé chez 20 sujets des lentilles épaisses et des lentilles minces, donc lentilles épaisses à 350 microns et des lentilles minces à 260 microns, qu'on a ajusté avec 60 microns de dégagement scléral ou 250 microns de dégagement central, donc peu de dégagement ou beaucoup de dégagement. Donc, dans le pire des scénarios aussi, et c'est tous des périphéries sphériques, donc on n'est pas aligné. Donc, on aurait peut-être potentiellement une flexion parce qu'on n'est pas bien aligné. Donc, notre hypothèse, c'était qu'avec un petit dégagement, une lentille mince, on aurait de la flexion. Ben, les résultats nous ont prouvé tout faux. Il n'y a aucune flexion qui arrive, parce que c'est quand même des lentilles de 250 microns, même si on dit qu'ils sont minces. Là. Avant qu'elles flexent, c'est très, très, très difficile. Alors, encore plus, si on aligne vraiment toutes les périphéries de la lentille, c'est à peu près impossible d'avoir de la flexion. Donc, augmenter l'épaisseur de la lentille, si vous avez de l'astigmatisme résiduel, n'est pas la chose à faire, même si le laboratoire vous le suggère. S'il vous plaît, dites-leur non, vous êtes dans le tard. C'est pas ça, parce que vous allez augmenter l'épaisseur, vous allez augmenter la masse de la lentille. En augmentant la masse de la lentille, elle va décentrer encore plus et vous allez pénaliser en plus l'oxygénation qui va arriver avec votre cornée. Donc, il faut faire une lentille torique ou changer le diamètre comme tel. Ou regarder d'autres options, que ce soit en lentille hybride ou en petite rigide. Les sclérales, on peut avoir des sphériques, des toriques, des multifocales, on peut avoir des profils particuliers. On peut avoir des profils oblates. Donc, quand on parle de post-greffe, de post-lasique, il y a beaucoup de nos gens post-lasique, mais surtout post-kératotomie radiaire. Ils sont tous devenus presbytes là, dans les dernières années. Alors, ils viennent nous revoir. Ils étaient -2, ils ont été opérés en kératotomie radiaire, ils sont rendus +8, -3 de cylindre. Alors, la variation de la réfraction a beaucoup bougé. Ces gens-là ont peu de ressources en lentilles. En lunettes, c'est impossible ou à peu près de les réfracter. Vous allez avoir une réfraction qui est vraie le matin, vous allez avoir une autre réfraction l'après-midi, vous avez une troisième réfraction le soir. Parce que la cornée, il faut comprendre en kératotomie radiaire, on incise 90% de la cornée. La cornée profonde ne guérit jamais. Les sutures en surface guérissent. Les sutures en bas ne guérissent jamais. Il n'y a jamais d'adhésion. Ils restent ouvertes. Donc, la cornée devient molle et réagit, entre autres, aux pressions naturelles du clignement quand on se frotte l'œil et aussi en partie à la pression intraoculaire. Donc, les courbures de la cornée vont changer, donc la réfraction change. Une petite rigide va être difficile à adapter parce que la courbure va changer durant la journée, la vision, la réfraction va changer. Et la lentille ne changera rien. Ça, une soupe, c'est impossible. Donc, la sclérale, elle, qu'est-ce qui va absorber la variation de la cornée? C'est le réservoir de larmes. Donc, on parle de quelques microns de changement. Donc, le réservoir de larmes qui a 250, 200 microns, il va absorber aisément cette fluctuation de la cornée et on va rétablir la régularité de la cornée. Et donc, les profils oblates, dans le cas des post-kératotomie radiaire, dans les cas de post-lasique, qui seraient symptomatiques de sécheresse chronique, par exemple, 4% des cas chez nous en moyenne,
ben, ils vont bénéficier de cette lentille-là comme telle. Donc, la différence dans les profils d'oblate en termes d'optique, c'est qu'en plus, on va annuler l'aberration sphérique négative naturelle de la cornée. Tout ce qui va changer dans le profil de la lentille, comme vous voyez ici, c'est le fait que la courbure de base va être plus plate. Tout le reste de la lentille sclérale est adapté exactement de la même façon. Manipulation, entretien, je termine avec ça. J'en ai parlé. La pose se fait avec des ventouses, comme vous voyez ici. On utilise aussi des élastiques d'orthodontie pour les broches à l'intérieur de la bouche. Donc, c'est des petits élastiques. Ceux qui sont habitués de manipuler des lentilles souples n'aiment pas utiliser la ventouse. Alors, on mouille avec une solution stérile, saline, cet élastique-là. On le met sur le bout du doigt. Ça sert de support à notre lentille sclérale. Vous pouvez utiliser 3 doigts en termes de trépied aussi pour la mettre. Alors, les gens développent des habiletés assez rapidement avec ce genre de choses-là. Donc, évidemment, on remplit salide non préservé ou larmes sans agent de conservation. On va poser l'entille. Pour la dépose, je demande souvent aux patients à la fin de journée de simplement fermer l'œil, d'essayer de comme briser un peu la succion en faisant un léger pincement. Parce qu'après 12 heures, 14 heures, la lentille est quand même un petit peu ventousée sur l'œil. Et on retire avec une petite ventouse de cette façon-là. C'est très simple. Il y a des vidéos d'entraînement qui sont disponibles là-dessus. Bon, évidemment, la surface est très fragile, donc il faut bien la nettoyer, mais on va utiliser peroxyde, solution tout en un, mais pas de solution à préserver avec du BAK si possible, comme je le demandais tantôt. Goutte de confort et larmes, c'est compatible avec les sclérales. Médication topique, pas vraiment. On va suggérer, souvent de glaucome, par exemple, ils vont avoir un médicament le matin, un médicament le soir, donc une goutte 2 fois par jour. On va faire poser le médicament, instiller le médicament avant la pose de la sclérale et après le retrait de la sclérale, pour être sûr qu'on a une bonne livraison du médicament dans le milieu oculaire. On ne fait jamais de port prolongé en lentille sclérale, sauf exception pour des cas d'érosion résiduelle de la cornée. Mais là, attendez-vous à du 18-20 d'édème et non pas du 4 le lendemain matin, encore une fois, risque-bénéfice. Et l'important, c'est de suivre nos patients régulièrement avec le temps. Un dernier mot, parce qu'il me reste 30 secondes, c'est dans une étude récente en termes de complications, une autre contre-indication peut-être de lentilles, je parlais de glaucome, on a évalué l'augmentation de la pression intraoculaire parce qu'il y a une hypothèse qui a été établie par Charles McMonnies, entre autres, que cet effet de succion de la lentille et de resserrement de la sclérale sur le globe oculaire pouvait pénaliser d'une part l'évacuation de l'humeur aqueuse, mais comprimer les veines épisclérales au niveau du système de drainage. Et on a évalué la pression intraoculaire. Ce n'est pas évident avec la lentille en place. Parce que si vous retirez la lentille, évidemment, vous n'avez plus la compression des veines épisclérales. Il y a immédiatement une libération de l'humeur aqueuse et votre pression va être tout à fait normale, à moins d'être extrêmement rapide. Des fois, vous pouvez voir une variation, mais règle générale, vous ne verrez pas grand-chose. On a réussi avec un tonomètre transpalpébral, le diaton qu'on appelle, à évaluer la pression intraoculaire avec lentille sclérale et on a trouvé qu'en moyenne, on avait une augmentation de 5 mm de mercure. Il y a des patients qui n'augmentent jamais. Il n'y a aucune variation. On a des patients, le plus haut qu'on a mesuré, c'est plus 15. Alors, encore une fois, cornée normale, œil normal, nerf optique normal. On est à 12 de pression, on monte à 17 durant la journée. Le nerf peut probablement très bien l'endurer sans aucune conséquence. Mais j'ai un patient qui est déjà en glaucome, qui est déjà médicamenté avec des colliers antiglaucomateux. Je ne veux pas augmenter sa pression de 5 mm à tous les jours puis commencer à faire du yo-yo avec sa pression. Alors, je veux maintenir sa pression le plus bas possible tout le temps. Alors, peut-être que dans ces cas-là, la sclérale n'est pas nécessairement indiquée, jusqu'à preuve du contraire, mais il y a des façons. Donc, si on fait des fenestrations, on enlève la succion, donc on n'a pas d'effet sur la pression. Et ça, les grandes ou les petites lentilles se comportent de la même façon. Il n'y a pas d'effet de grandeur. Certains disaient, on va agrandir la lentille pour enlever de la pression. Non. La lentille arrive exactement à la même place si on a la même pression. Donc, c'est des cas qui sont peut-être un peu plus risqués. Encore une fois, on observe. Si c'est la seule façon de corriger la vision du patient, aucun problème, mais on va prendre des pressions plus souvent, on va faire des champs visuels plus souvent, on va regarder notre nerf optique, comment il évolue dans le temps. Et si jamais il évolue, on va médicamenter autrement. Si, encore une fois, c'est la seule façon de restaurer la vision de ce patient-là, par exemple, intolérant aux petites rigides, intolérant aux souples, intolérant à toute autre forme de correction et incapable de fonctionner sans avoir ses sclérales parce qu'il y a un œil sec sévère ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, oui, il y a moyen d'adapter et de faire un ajustement quand même. Alors voilà, ça termine. J'espère que ça a été éclairant pour vous. Et si on a du temps, je répondrai aux questions. Sinon, je vais rester disponible pour être pendant quelques temps. Merci.
coincé.